Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Vu d'ailleurs. Chaque vendredi, on élargit le spectre sur TV Finance et nous parlons d'actualité économique, sociale et culturelle. Et justement, comme à notre habitude, on va démarrer cette émission avec notre focus sur l'actualité internationale et Vladimir Poutine que vous voyez à l'écran, pas de surprise, tout est annoncé très rapidement via votre revue de presse issue du site www.vudailleurs.com. À l'international, ils sont désormais nombreux à oser poser la question tout haut et si le moyen le plus sûr d'arrêter la guerre en Ukraine serait de tuer Vladimir Poutine. Le premier à avoir mis publiquement les pieds dans le plat, c'est le sénateur américain Lindsey Graham, qui le 3 mars dernier a appelé, je le cite, « quelqu'un en Russie à assassiner Vladimir Poutine pour rendre un grand service à son pays et au reste du monde ». Il s'est également demandé s'il existait au sein de l'armée russe un colonel Stauffenberg, mais en plus efficace en se référant à l'officier allemand Klaus von Stauffenberg, auteur d'un attentat à la bombe manqué contre Adolf Hitler en 1944. Il n'en fallut pas plus pour que l'ambassadeur de Russie aux États-Unis demande des explications officielles et une condamnation ferme des propos du sénateur par le gouvernement de Joe Biden. En France, c'est le général Christophe Gomard, ancien chef du renseignement, qui a jugé qu'assassiner le président russe était l'une des actions possibles pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Toujours est-il que pour le moment, c'est le président ukrainien Zelensky qui aurait échappé en 10 jours à 3 tentatives d'assassinat. On marque une pause et on se retrouve tout de suite dans le JT Vu d'ailleurs. À tout de suite. En France, qui n'a pas rêvé d'être client dans une banque indépendante ? En tout cas, c'est désormais le cas puisqu'il existe en France une banque indépendante et il s'agit de Memobank. Pour faire simple, Memobank, c'est la première banque indépendante créée en France depuis 50 ans qui a rejoint le club très fermé des participants directs à la chambre de compensation automatisée et pan-européenne Step 2. Pour faire simple, Step 2, c'est la principale chambre de compensation pour les virements et les prélèvements en euros. Près de 5000 établissements financiers y envoient quotidiennement des opérations pour le compte de leurs clients et désormais tous les participants indirects à la chambre de compensation Step 2, lors de son lancement sur le marché, dont Memobank faisait partie, dépendaient alors des règles de gestion du participant direct qui les représentait. Mais depuis décembre 2020, mais ce n'est plus le cas depuis décembre 2020. En effet, Memobank est participant direct et grâce à cette connexion directe, Memobank a vu son indépendance se renforcer et peut désormais définir ses propres règles de gestion en toute autonomie. Mais je vous arrête tout de suite, cette banque n'est pas une banque pour les particuliers, mais un établissement bancaire destiné aux PME. On se retrouve tout de suite dans le JT Vu d'ailleurs. Peut-on être heureux et célibataire ? Avant de répondre à cette question, rappelons qu'en France, le centre d'observation de la société, comptait environ 10 millions de célibataires en 2020. Une situation de plus en plus fréquente dans une vie, mais certains la subissent et d'autres la chérissent. Mais revenons-en à notre question première, et comment pourrions-nous y répondre ? Peut-être éventuellement en la rapprochant de la part de la population française qui a consommé au moins une fois une benzodiazépine dans sa vie. Les études sur ce cas avancent un chiffre de 13,4%, soit environ 9 millions de personnes. Nous sommes proches des 10 millions de célibataires recensés en 2020. Dès lors, est-ce que ne pourrions-nous pas conclure assez facilement que le célibat est un chemin tout tracé vers la dépression et la folie furieuse ? Voyez-vous, sans le vouloir, je viens de faire du singlisme. Le singlisme ou célibatisme est le fait de stéréotyper à la fois la stigmatisation des célibataires et la discrimination à leur encontre. En effet, certains chercheurs expliquent que les célibataires font face à une discrimination sociale et économique. Une discrimination sociale parce qu'en 2019 encore, la société a du mal à valoriser le célibat. Une discrimination économique puisque d'après l'INSEE, à revenu égal, un couple a un niveau de vie 1,5 fois supérieur à celui de 2 célibataires. Après avoir dit cela, est-ce qu'il faut en conclure que le célibat est un moment malheureux à passer avec soi-même ? Je ne vous laisserai pas sur cette conclusion et emprunterai donc les mots de Karine Boutin qui nous explique que si le bonheur c'est de la chance et il faut
faire aussi confiance à la vie, se suffire à soi-même est une des clés du bonheur. Le bonheur ne repose donc pas sur le simple fait de vivre en couple. On va marquer une pause et on se retrouve dans votre JT vu d'ailleurs avec désormais l'actualité économique et sociale et avec notre invité, maître Franck Morel, avec lequel nous allons parler non pas du bonheur d'être célibataire, mais du bonheur au travail. A tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour dans votre JT vu d'ailleurs et il est temps désormais d'accueillir notre invité, Maître Morel. Bonjour Maître. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes expert avocat en droit du travail, que vous avez été notamment conseiller du Premier ministre Édouard Balladur de 2010. Édouard Philippe, excusez-moi. Édouard Philippe de 2017 à 2020 et également conseiller de 4 ministres du Travail de 2007 à 2012. En 2016, vous avez coécrit un ouvrage avec Bertrand Martineau intitulé Un autre droit du travail est possible aux éditions Fayard et aujourd'hui nous sommes avec vous car vous avez 34 solutions à proposer pour répondre aux enjeux qui se présentent face au marché du travail. C'est bien ça ? Absolument. Parfait. Ces propositions se trouvent dans 2 notes qui ont été publiées par l'Institut Montaigne il y a quelques jours. L'une d'entre elles porte sur les reconversions professionnelles et les voies et moyens de faciliter les reconversions professionnelles parce qu'il y a un enjeu, j'y reviendrai, important pour permettre de répondre aux besoins de compétences qui vont être de plus en plus importants dans notre pays. Et puis une seconde note qui porte sur le droit du travail et sur 18 idées pour le prochain quinquennat pour adapter notre droit du travail dans la lignée d'un certain nombre d'évolutions qu'on a pu connaître ces dernières années, qui vont à mon sens dans le bon sens, vers plus de négociations collectives, plus de dialogue social, plus de sécurité juridique, et je pense qu'il faut encore, conforter ces évolutions et aller plus loin dans ce sens. D'accord, très clair. Du coup, alors, ce sont les jeunes aujourd'hui qui vont créer le droit du travail de demain. Du coup, quand on les interroge, ils plébiscitent majoritairement le dialogue social, le respect de l'environnement, l'autonomie. Dans le fond, est-ce que ce changement qui est attendu, cette révolution du droit du travail dont vous parlez, n'est-elle pas sociétale ? Et vous faites référence au dialogue social. Est-ce que finalement, le droit du travail, le monde du travail n'est pas devenu plus démocratique qu'avant ? Oui, le monde du travail est devenu plus démocratique pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est le boom qu'on a pu constater sur longue période, depuis 20 à 30 ans, sur la place du dialogue social et de la négociation collective dans l'entreprise. Vous savez, il y a une question simple qu'on peut se poser et à laquelle la réponse est oui, c'est est-il possible aujourd'hui de faire plus de choses dans l'entreprise par le truchement du dialogue social que ça n'était le cas auparavant. La réponse est un grand oui. On a eu de cesse depuis les années 80 et on a bien fait d'élargir très massivement la place de la négociation collective et du dialogue social. Le temps de travail a été le vecteur privilégié historiquement de cet élargissement, mais il y a eu quantité d'autres domaines et la dernière brique dans cette direction, ça a été les ordonnances du 22 septembre 2017 qui ont parachevé l'édifice en offrant encore plus de possibilités. Alors, il faut conforter, je pense, cette tendance vers plus de dialogue social. Il faut le conforter de différentes manières. Il faut d'abord, je pense, élargir les thèmes, les sujets sur lesquels il est possible d'organiser les règles applicables dans l'entreprise par le biais du dialogue social. Ça a été massivement le cas en matière de temps de travail. Il y a encore quelques poches sur lesquelles on peut le faire. Je cite par exemple la question des congés payés, la question de la prévention des risques professionnels, la question du contrat de travail, sur lesquels il est possible d'aller plus loin. Il faut conforter les acteurs de la négociation collective je pense par exemple que la question de la manière de conforter les corps intermédiaires, de conforter les organisations syndicales est quelque chose d'important. Alors moi j'ai versé au débat une proposition un peu iconoclaste, un peu poil à gratter, qui consiste à permettre de manière expérimentale aux signataires d'un accord collectif d'en réserver les avantages, s'ils le souhaitent bien évidemment, s'il n'y a aucune automaticité, aux adhérents des organisations signataires, ce qui serait une prime à l'engagement
une prime au fait de faire vivre le dialogue social dans l'entreprise. Et puis je pense qu'il faut aller plus loin aussi sur la participation des salariés dans les conseils d'administration. On a eu un certain nombre d'évolutions ces dernières années avec un abaissement des seuils au-delà duquel il existe des représentants des salariés dans les conseils d'administration. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il faut viser à terme toutes les entreprises de plus de 50 salariés parce que on l'a bien vu, plus de dialogue social, plus d'implication des salariés, c'est aussi plus de performance économique au bénéfice de tout le monde. Alors, oui et non, ça peut avoir différentes composantes, différentes répercussions, parce que, en fait, il y a quelque chose de très paradoxal qu'on a remarqué depuis quelques temps, c'est que on assiste à une humanisation du travail. L'humanisation du travail est privilégiée, donc le dialogue social, effectivement, faire participer le salarié, mais en parallèle de ça, on assiste à une montée en puissance des thématiques du mal-être au travail. On pense au suicide, malheureusement, à la dépression. Comment expliquez-vous, maître, que ce nouveau type de management, cette ambiance plus démocratique, cette confortation du dialogue social, finalement, déclenche une telle abondance de stress et de mal-être chez les salariés? Alors, c'est aussi des sujets dont on parle beaucoup plus que ça n'était le cas auparavant. Il y a une partie aussi libération de la parole, libération de la mise en avant de ces thématiques. Il y a eu, il y a quelques années, un certain nombre d'ouvrages retentissants. Je me souviens la question du harcèlement moral, qui était quelque chose qu'on n'évoquait pas du tout il y a quelques années, qui a été mis sur la table via un certain nombre d'écrits qui ont été mis en avant il y a quelques temps. Les risques psychosociaux, la question des risques psychosociaux est un sujet qui maintenant est un sujet, je dirais, bien connu dans le débat public. Alors bien appréhendé, pas forcément toujours. C'est un sujet qui n'est pas simple, qui n'est pas évident, mais en tout cas bien connu dans le débat public et qui fait partie des sujets, je dirais, souvent évoqués dans le cadre des instances de dialogue social et souvent évoqués aussi malheureusement dans des instances contentieuses. Voilà. Oui, c'est ça, alors ça c'est le versant préoccupant, le versant négatif, mais il y a aussi, je pense, un versant positif sur la capacité d'appréhension de cette dimension, je dirais, de ressenti, de besoin de reconnaissance, de besoin d'appartenance. C'est aussi l'émergence de plus en plus forte, de plus en plus prégnante dans les entreprises de la question du sens, de la question de donner du sens à ce que l'on fait, à la raison pour laquelle on le fait. Et vous avez eu, il y a quelques années, un certain nombre d'évolutions juridiques qui ont permis de conforter cette quête du sens et cette nécessité pour les entreprises, je dis vraiment nécessité, c'est-à-dire parce que ça répond, vous l'avez souligné, à un vrai besoin de plus en plus prégnant, de plus en plus fort. Et si les entreprises ne répondent pas à ce besoin, à terme, c'est leur développement économique, purement et simplement, qui sera mis en cause. Et donc on a dans la loi Pacte, par exemple, de 2019, eu un certain nombre de choses qui ont été permises en matière d'entreprise à mission, en matière de raison d'être, dont les entreprises se sont saisies. Il y a un certain nombre de propositions que je formule également qui peuvent permettre de prendre en considération ce genre de choses. Il y a un point en particulier que je voudrais souligner, c'est par exemple la question du mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, c'est un dispositif qui est souvent mis en avant, qui est quelque chose de très intéressant, qui permet à quelqu'un de faire bénéficier à une autre structure, tout en restant rattaché à sa structure juridique, d'un certain nombre de compétences dans une optique de mécénat. D'accord, le comptable de chez Thales qui irait travailler chez Accor, par exemple. Oui, alors il y a une optique de mécénat de compétences, c'est-à-dire on le fait parce qu'il y a un sens derrière ça, si vous voulez. Ça peut être humanitaire, ça peut être... C'est ça, ce serait Accor et une ONG finalement. Voilà, ça peut être une ONG, ça peut être une association, ça peut être une petite entreprise. Donc on est dans un toujours sur la contexte notion de particulier. sens en fait. Absolument, on est toujours sur la notion de sens. Et je pense, alors il y a eu dans les ordonnances un certain nombre de choses pour sécuriser ces dispositifs qui ont été faits, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin, et c'est une des propositions que je formule, puisqu'il y a encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a encore des seuils, il y a encore un certain nombre de conditions qui doivent être remplies pour permettre d'organiser ce type d'opération, et je pense qu'on pourrait lever ces conditions et aller beaucoup plus loin pour favoriser ce type d'organisation, ce type de mécénat de compétences, de communication entre top-bottom. Vous avez parlé de reconversion professionnelle. Oui. Vous dites pareil
et que tout est à faire, tout est à développer, tout est à renforcer. Est-ce que selon vous, la reconversion professionnelle est bien valorisée auprès des entreprises ? Alors je pense qu'on peut faire beaucoup plus en matière de reconversion professionnelle et je pense que les moyens financiers sont assez considérables en réalité, les moyens publics qui sont mobilisés, c'est de l'ordre du milliard, mais je pense que le sujet n'est pas tellement la question de lever de nouveaux moyens publics de financement. Je pense qu'on peut dépenser mieux avant de dépenser plus, et pour dépenser mieux, il faut faire effet de levier, c'est-à-dire faire en sorte que tout euro dépensé en direction des reconversions professionnelles, parce qu'il y a un enjeu manifeste en la matière. Il n'est que de regarder les besoins de recrutement non satisfaits, qui sont toujours... Il y a eu des études de Pôle emploi récemment qui ont montré que ça se chiffrait en multiples de 100 000. Il n'est que de regarder la mutation des métiers et le processus qu'on peut appeler classiquement de schumpeterien de destruction créatrice, qui fait que les besoins de compétences et les besoins de reconversion vont être toujours massifs. Il y a un actif sur deux qui a engagé ou qui envisage une reconversion. Et je voudrais mettre en avant, si vous le permettez, trois idées que je cite dans la note, qui me paraissent importants pour répondre à ce besoin et favoriser l'engagement par les entreprises dans cette direction. Le premier, c'est ce que j'appelle l'amortissement fiscal. L'idée est laquelle ? On considère, on est nombreux à considérer de longue date que la formation doit pleinement être considérée comme un investissement. Or, quand vous achetez une machine, quand vous achetez un équipement, que vous investissez dans cet équipement, vous avez la possibilité d'amortir cet équipement, c'est-à-dire d'étaler sur plusieurs années les sommes que vous avez consacrées à l'achat de cet équipement, avec toutes les conséquences fiscales qui y sont attachées. Ça n'est pas le cas en matière de formation. Ça l'est depuis peu pour certains types très restreints de formations, les formations liées précisément à l'achat d'un équipement, mais ça pourrait l'être beaucoup plus. Alors, on se heurte à des obstacles de nature comptable, l'autorité des normes comptables n'est pas d'accord avec de telles évolutions, mais on pourrait contourner ces obstacles en traitant cette question sous la seule dimension déjà fiscale et en permettant d'amortir fiscalement, c'est-à-dire d'étaler sur plusieurs années pour le calcul des contributions fiscales, un certain nombre de formations longues qui sont organisées par les entreprises. Et ça, c'est une réponse à la question des reconversions. Il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous présenter les deux autres Alors, très vite, les deux autres idées. L'autre idée, c'est la question des entretiens professionnels. Je pense que les entretiens professionnels, c'est un outil RH extrêmement intéressant. Le problème, c'est que cet outil RH, il est juridiquement organisé aujourd'hui avec des sanctions, avec un mécanisme qui fait que c'est appréhendé par les entreprises de manière extrêmement administrative et c'est pas ce qu'il faut. Donc il faut donner plus d'espace au dialogue social pour ces entretiens professionnels et l'aborder autrement. Et puis la troisième idée, c'est la question de l'outil pour ces reconversions qui s'appelle Transco, qui reste extrêmement compliqué. Il faut massivement le simplifier. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je formule un certain nombre de préconisations en ce sens dans la note. Très clair. Une toute dernière question, je sais, je vais me faire tuer. Je vous en prie. On est en période électorale, oui. Vous le savez, ça ne vous a pas échappé. Quel est le candidat le plus à même, selon vous, de révolutionner ce nouveau droit du travail qui est possible ? Alors écoutez, je ne suis pas venu aujourd'hui pour soutenir un candidat. Moi j'ai travaillé auprès d'Édouard Philippe, j'ai travaillé auprès d'Éric Woerth, de Xavier Bertrand, j'ai été élu il y a un certain nombre d'années auprès de Michel Noir. Ce sont toutes des personnes qui portent un certain nombre de valeurs. Moi je m'inscris dans une tradition qui est la tradition gaulliste, qui refuse l'extrême droite, les extrêmes droites qui ont été toujours les ennemis principaux du gaullisme. Et donc ces valeurs... je pense, c'est des valeurs qui conjuguent l'économique et le social, qui visent à faire en sorte qu'on social-démocratie, trouve... en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si c'est la social-démocratie, c'est le gaullisme social. C'est le gaullisme social, d'une certaine manière. Voilà. D'accord, c'est un nouveau terme, ça c'est très drôle. Le gaullisme social, donc, c'est difficile. Le gaulliste social, c'est Madame Pécresse, du coup, ou c'est plutôt Emmanuel Macron ? C'est les deux, d'une certaine manière. Voilà, on peut les retrouver. Merci beaucoup, maître, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes expert avocat en droit du travail et que vous veniez sur notre plateau pour nous présenter une partie des 34 solutions, propositions que vous avez pour faire en sorte que qu'un nouveau droit du travail soit possible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JT Vu d'ailleurs. Bon week-end.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.